Préparez-vous, parce qu'on s'apprête à plonger dans un univers où les règles que vous connaissez ne s'appliquent plus. Un univers où l'innocence n'existe pas toujours là où on la cherche, où le mal peut se cacher derrière le visage d'un enfant, derrière un sourire, derrière un regard qui semble inoffensif. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce sont les 10 plus jeunes tueurs en série de l'histoire. Des affaires qui ont secoué des nations entières. Des affaires qui posent une question terrifiante. Jusqu'où la violence peut-elle aller quand elle frappe aussi jeune? Numéro 1. Eric Smith. Le 22 janvier 1980, dans une petite ville de l'État de New York, un garçon nommé Eric Smith vient au monde. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Rien. 13 ans plus tard, tout bascule. Nous sommes en 1993, dans le comté de Steuben. C'est l'été. Un petit garçon de 4 ans, Derek Roby, marche seul en direction d'une colonie de vacances. Il fait beau. Le chemin est calme. Derek n'a aucune raison d'avoir peur. Et c'est à ce moment précis qu'Eric Smith l'aperçoit. Il s'approche. Il engage la conversation. Et il l'attire à l'écart, dans une zone boisée, loin de tout regard. Ce qui se passe ensuite est d'une brutalité que personne dans cette communauté n'aurait pu imaginer. Eric Smith, 13 ans, s'acharne sur cet enfant de 4 ans. Un assaut prolongé. Vicieux. Sans aucune retenue. Derek Roby ne survivra pas. Quand son corps est découvert le lendemain, c'est toute la ville qui s'effondre. L'horreur. L'incompréhension. La colère. Une chasse à l'homme massive est immédiatement lancée. Et très vite, un suspect émerge. Un adolescent reconnaissable entre tous. Cheveux roux. Lunettes. Eric Smith. Il est arrêté peu de temps après. Et quand les enquêteurs l'interrogent, il avoue. Tout. Sans détour. Ses aveux, combinés aux preuves médico-légales retrouvées sur la scène du crime, ne laissent aucune place au doute. Eric Smith est coupable. Mais voilà le problème. Il a 13 ans. Et cette question va hanter tout le pays. Est-ce qu'un enfant de cet âge peut réellement comprendre ce qu'il a fait? Est-ce qu'on peut le juger comme un adulte? Est-ce qu'on doit le faire? Son avocat plaide pour un procès devant un tribunal pour mineurs. Le juge refuse. La violence du crime est trop extrême. Trop calculée. Smith est jugé comme un adulte. Reconnu coupable de meurtre au second degré. La sentence tombe. 9 ans à perpétuité. Avec possibilité de libération conditionnelle. Smith passe les 28 années suivantes derrière les barreaux. 28 ans. Et pendant tout ce temps, un détail glaçant continue de hanter ceux qui suivent l'affaire. Lors d'une interview, le propre grand-père d'Eric a rapporté les mots exacts de son petit-fils. « J'ai vu le gamin blond, et j'ai voulu lui faire du mal. » Son grand-père, comme le reste du monde, n'arrivait pas à y croire. Après 28 ans de prison, Eric Smith a fini par être libéré. Mais son cas n'a jamais cessé de diviser. Peut-on réhabiliter un adolescent capable de tuer avec une telle violence? Faut-il leur offrir une seconde chance? Ou les considérer comme des adultes dès l'instant où ils franchissent cette ligne? Ce débat est toujours ouvert. Et l'affaire Eric Smith en est devenue le symbole. Numéro 2. Craig Price. Son surnom? Le slasher de Warwick. Craig Price. Né le 11 octobre 1973 à Warwick, dans le Rhode Island. Et dès son plus jeune âge, quelque chose cloche. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Il fait preuve de cruauté envers les animaux. Il adopte un comportement agressif, imprévisible. Ceux qui le croisent sentent qu'il y a quelque chose de sombre en lui. Mais personne n'imagine ce qui se prépare. En 1987, Craig Price a 13 ans. 13 ans. Et il commet son premier meurtre. Sa victime s'appelle Rebecca Spencer. Elle a 27 ans. Elle fait son jogging près de chez elle, comme elle le fait régulièrement. Price s'introduit dans sa maison. Il l'attend. Il l'attaque. Et il la tue. Le quartier est secoué. Mais le pire est encore à venir. Moins d'1 an plus tard, il recommence. Et cette fois, ce n'est pas une personne qu'il vise. C'est une famille. Joanne Heaton. Et ses 2 filles, Jennifer et Melissa. Price entre chez elle en pleine nuit. Il les agresse toutes les 3. Avec une sauvagerie inouïe.
Aucune ne survit. Warwick est paralysé. La peur s'installe. Tout le monde se demande qui sera le prochain. Et personne ne soupçonne un adolescent. Mais un témoin finit par se manifester. Les soupçons convergent vers Craig Price, déjà connu des services de police pour son comportement violent. Il est arrêté en 1989. Et il passe aux aveux. À ce moment-là, il a 15 ans. 15 ans. Et 4 victimes à son actif. Il devient l'un des plus jeunes tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Mais voilà le hic. Il est mineur. Et à l'époque, la loi du Rhode Island ne permet pas de le juger comme un adulte pour des crimes commis avant ses 16 ans. Résultat, il est envoyé dans un centre de détention pour mineurs. Jusqu'à ses 21 ans. C'est tout. Sauf que derrière les murs du centre, Price ne change pas. Il agresse d'autres détenus. Il commet des violences répétées. Et il va même jusqu'à tuer un codétenu. Son dossier est rouvert. En 1992, il est finalement condamné à une très longue peine de prison. Et depuis, aucun signe de remords. Aucune once de repentir. Des incidents violents à répétition derrière les barreaux. Certains ont espéré une réhabilitation. Price leur a prouvé le contraire. Il est toujours incarcéré dans une prison du Rhode Island. Et tout indique qu'il n'en sortira jamais. Numéro 3. Michael Hernandez. Février 1988. Miami, Floride. Michael Hernandez naît dans ce qui ressemble à une vie tout à fait ordinaire. Un bon élève. Intelligent. Poli. Ses professeurs n'ont rien à lui reprocher. Ses camarades le trouvent normal. Peut-être même un peu discret. Mais derrière cette façade lisse et sans histoire, quelque chose de profondément perturbant se développe en silence. En 2004, Michael Hernandez a 14 ans. Et un jour, à l'école Southwood Middle School à Miami, il met son plan à exécution. Il attire son camarade de classe, Jaime Goff, dans les toilettes de l'établissement. Une fois à l'intérieur, il sort un couteau. Et il le poignarde. À plusieurs reprises. Jaime Goff ne survivra pas. Le crime a lieu dans l'enceinte même de l'école. Un élève tué par un autre élève. Dans des toilettes. En plein jour. La communauté est sous le choc total. Mais quand les enquêteurs commencent à fouiller dans la vie de Hernandez, ce qu'ils découvrent est tout aussi glaçant que le crime lui-même. Il était obsédé par les tueurs en série. Il étudiait leurs méthodes. Il connaissait leurs histoires sur le bout des doigts. Et surtout, il tenait un journal. Un journal rempli de textes et de dessins décrivant des scènes de violence extrême. Ce journal n'avait rien d'un carnet d'adolescent. Il ressemblait davantage à un manifeste. Son procès débute en 2008. L'accusation est implacable. Images de vidéosurveillance. Témoignages de camarades. Tout converge vers une conclusion. Ce meurtre était prémédité. Froidement calculé. Hernandez est jugé comme un adulte. Reconnu coupable de meurtre au premier degré. Et la sentence tombe comme un coup près. Prison à vie. Sans possibilité de libération conditionnelle. Quand le verdict est prononcé, des larmes coulent sur le visage de Hernandez. Mais pour le juge, il n'y a aucun doute. Ce jeune homme représente un danger réel et immédiat pour la société. Dans les années qui suivent, Hernandez multiplie les recours. Il fait appel. Il demande que son âge au moment des faits soit pris en compte. Chaque tentative est rejetée. Il ne sortira jamais. Et il ne sortira effectivement jamais. En 2021, à l'âge de 31 ans, Michael Hernandez meurt en prison. L'autopsie révèle une obésité morbide. 1,55 m pour près de 130 kg. Et une dysrythmie cardiaque qui lui a été fatale. Numéro 4. James Fairweather. On l'appelle le tueur de Colchester. Né en 1999, James Fairweather va marquer l'histoire criminelle du Royaume-Uni d'une manière que personne n'avait vu venir. Parce que quand on pense à un tueur en série, on n'imagine pas un adolescent de 15 ans. Et pourtant, entre mars et juin 2014, dans la ville de Colchester, dans l'Essex, Fairweather va tuer 2 personnes. 2 inconnus. Sans lien entre eux. Sans mobile apparent. Sa première victime s'appelle James Hatfield, 33 ans. Un homme souffrant de lésions cérébrales, connu pour passer du temps dans les parcs de la ville. Fairweather le repère. Et il l'attaque. Avec une violence inouïe.
plus de 100 coups de couteau. Le lendemain matin, un passant découvre le corps d'Hatfield. La scène est cauchemardesque. Colchester est plongé dans l'effroi. Et 2 mois plus tard, Fairweather frappe de nouveau. Sa cible cette fois, Nahid Al-Manea, 31 ans, une étudiante saoudienne. Elle marche tranquillement en direction de l'université d'Essex. Fairweather surgit de nulle part. Il la poignarde. Et il la laisse mourir sur le chemin. 2 meurtres. 2 victimes sans aucun lien. Une ville entière paralysée par la peur. La police ratisse tout. Chaque piste est suivie. Chaque indice est analysé. Mais le tueur semble insaisissable. Jusqu'au jour où Fairweather se trahit lui-même. Il se vante de ses crimes auprès d'un ami. Il fait des menaces. Et cet ami, terrifié par ce qu'il entend, prend la décision de prévenir les autorités. Fairweather est arrêté en juin 2014. Pendant son interrogatoire, il avoue tout. Mais il ajoute quelque chose qui glace le sang des enquêteurs. Il dit avoir entendu des voix. Des voix qui lui ordonnaient de faire un sacrifice. En 2015, James Fairweather est reconnu coupable de 2 meurtres. Le juge le condamne à 27 ans de prison. Il souligne que cet adolescent représente un danger considérable pour le public. James Fairweather, 15 ans au moment des faits, et un nom désormais gravé dans les pages les plus sombres de l'histoire de Colchester. Un rappel glaçant que la violence ne connaît pas d'âge. Numéro 5. Edmund Kemper, surnommé le Co-Ed Killer. Et si vous n'avez jamais entendu parler de lui, préparez-vous. Parce que l'histoire d'Edmund Kemper est l'une des plus terrifiantes de toute l'histoire criminelle américaine. Né en 1948 à Burbank, en Californie, Kemper est un enfant en apparence discret. Mais à l'intérieur, c'est un volcan. Dès son plus jeune âge, il développe une haine profonde envers sa mère. Une haine viscérale qui va le consumer pendant des années. En parallèle, il commence à torturer et à tuer des animaux. Des signes qui, aujourd'hui, feraient immédiatement sonner toutes les alarmes. Mais à l'époque, personne ne réagit. Pas assez vite en tout cas. En 1964, Edmund Kemper a 15 ans. Et il passe à l'acte pour la première fois. Ses victimes? Pas des inconnus. Ses propres grands-parents. Il abat sa grand-mère d'une balle. Puis il se retourne vers son grand-père et le poignarde. Quand on lui demande pourquoi, sa réponse est d'une froideur absolue. Il voulait voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Il voulait avoir le contrôle sur la vie et la mort. Il a 15 ans. Kemper est interné dans un hôpital psychiatrique. Les médecins qui l'évaluent sont formels. Cet individu est dangereux. Son potentiel de violence est extrême. Et pourtant, en 1969, il est libéré. Malgré les avertissements, malgré les signaux. On le remet dans la société. Et ce qui suit est un cauchemar. Au début des années 70, Kemper se met à prendre en autostop de jeunes étudiantes sur les routes de Californie. Il les emmène dans des endroits isolés. Il les étrangle. Et il les démembre. C'est de là que vient son surnom. Le Co-Ed Killer. Le tueur d'étudiantes. Et il ne s'arrête pas. En 1973, la spirale atteint son point culminant. Kemper tue sa propre mère. Il la décapite. Et il commet des actes sur son corps qu'on ne peut tout simplement pas décrire ici. Après cela, il appelle la police. De lui-même. Il se rend. Et il confesse tout. 8 meurtres au premier degré. La sentence, prison à vie. Sans possibilité de libération conditionnelle. Mais voilà ce qui rend le cas Kemper unique. Derrière les barreaux, il fascine les experts. Son intelligence est remarquablement élevée. Il est articulé, coopératif. Il travaille avec les profilers et les psychologues, leur fournissant des informations précieuses sur le fonctionnement de l'esprit d'un tueur en série. Un monstre, qui a contribué à en comprendre d'autres, et qui a aidé, indirectement, à en attraper. Numéro 6. Alyssa Bustamante. Née en 1994 dans le Missouri. Alyssa Bustamante grandit dans un environnement difficile. Négligence, abus, dépression dès l'adolescence, automutilation et une fascination de plus en plus marquée pour la mort et la violence, visible dans ses écrits et ses dessins. Des signaux d'alarme qui ne seront pas interceptés à temps.
Le 21 octobre 2009, Bustamante a 15 ans. Ce jour-là, elle s'en prend à sa voisine, Elizabeth Holten, 9 ans. Une enfant. Bustamante l'attire dans les bois. Elle l'étrangle, puis elle la poignarde. Et après l'avoir tuée, elle enterre son corps dans une tombe peu profonde. Elle tente d'effacer toutes les traces. Mais ce qui rend cette affaire encore plus glaçante, c'est ce qu'elle fait en rentrant chez elle. Elle ouvre son journal intime et elle écrit ce qu'elle vient de faire, noir sur blanc, ce soir-là, comme si de rien n'était. Quand le procès a lieu, les détails de son passé sont exposés au grand jour. Son enfance brisée, ses troubles mentaux, sa spirale autodestructrice. Certains plaident pour l'indulgence. Vu son âge, vu ce qu'elle a subi, d'autres exigent la sévérité maximale. Parce que rien ne justifie de prendre la vie d'une enfant de 9 ans. En 2012, Bustamante plaide coupable de meurtre au second degré et d'actes criminels à main armée. Elle est condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle. Depuis sa condamnation, le débat ne s'éteint pas. Faut-il prendre en compte son âge et son parcours pour lui offrir une chance de réhabilitation? Ou la gravité irréparable de son acte doit-elle primer sur tout le reste? Numéro 7. T.J. Lane. Thomas Michael Lane, 3 du nom. Né le 19 septembre 1994. Ce nom est devenu synonyme de haine pure. Le 27 février 2012, T.J. Lane a 17 ans. Ce matin-là, il se rend au lycée de Chardon, dans l'Ohio. Dans son sac, un pistolet de calibre 22. Il entre dans la cafétéria. Les élèves sont en train de prendre leur petit déjeuner. Certains rient, d'autres discutent. Personne ne se doute de rien. Et Lane ouvre le feu. 3 élèves sont tués. Daniel Parmertor, Demetrius Yulin, Russell King Jr. 3 autres sont blessés. Le chaos s'empare de l'école. La panique est totale. Mais un enseignant parvient à maîtriser Lane avant l'arrivée de la police. Il est arrêté. Et c'est là que tout le monde découvre qui est réellement T.J. Lane. Pendant son procès, il ne montre aucun remords. Pas une once. Il ricane. Il fait des gestes obscènes face à la cour. Il porte un t-shirt sur lequel est inscrit un mot vulgaire et provocateur. Et quand vient le moment de s'adresser aux familles des victimes, il choisit de les humilier. Publiquement. Froidement. En mars 2013, T.J. Lane est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge le condamne à la prison à vie, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Il qualifie ces actes de mal à l'état pur. La fusillade de Chardon a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Elle a relancé les débats sur le contrôle des armes à feu, sur la sécurité dans les établissements scolaires, sur la détection des signes de détresse chez les jeunes. Et pour les familles de Daniel, Demetrius et Russell, elle a laissé une douleur qui ne disparaîtra jamais. Numéro 8. Brenda Spencer. Née le 3 avril 1962, à San Diego, en Californie. Le 29 janvier 1979, Brenda Spencer a 16 ans. C'est un lundi matin. En face de chez elle se trouve l'école primaire Grover Cleveland. Les élèves commencent à arriver. Les enseignants ouvrent les portes. Le quotidien reprend son cours. Et de l'autre côté de la rue, Spencer se positionne devant la fenêtre de sa chambre. Elle prend sa carabine de calibre 22. Et elle commence à tirer. Sans distinction. Sans hésitation. Sans pitié. 2 personnes sont tuées. Le directeur de l'école, Burton Wragg, et le gardien, Mike Suchard. 9 autres sont blessés. Des enfants. Des adultes. Tous pris pour cible sans la moindre raison apparente. Quand la police finit par l'arrêter, on lui pose la question que tout le monde se pose. Pourquoi? Et sa réponse est devenue l'une des phrases les plus tristement célèbres de l'histoire criminelle américaine. Je n'aime pas les lundis. Oui, vous avez bien entendu. 4 mots. Pour tenter de justifier l'injustifiable. L'enquête qui suit révèle un passé profondément troublé. Tendance violente depuis l'enfance. Dépression. Et une fascination morbide pour les armes à feu. Spencer avait demandé un fusil en cadeau de Noël. Et son père le lui avait offert. En 1980,
Elle est reconnue coupable de meurtres multiples et de plusieurs agressions à main armée. Condamnée à 25 ans à perpétuité. Depuis, elle a tenté de nombreux recours. Tous rejetés. Brenda Spencer est toujours en prison. Et son cas reste un rappel brutal de ce qui peut arriver quand les signes avant-coureurs sont ignorés. Et quand une arme tombe entre les mauvaises mains. Numéro 9. Les frères Bever. Robert Bever. Michael Bever. Deux frères. Un plan qui dépasse l'entendement. Le 22 juillet 2015, à Broken Arrow, dans l'Oklahoma, les deux frères mettent leur projet à exécution. Le lieu du crime. Leur propre maison. Leurs victimes. Leur propre famille. Armés de couteaux et d'une hachette, ils lancent leur attaque. D'abord leurs parents, David et April Bever, puis leurs frères et sœurs. Deux d'entre eux, Daniel et Victoria, sont tués. Deux autres survivent miraculeusement, mais avec des blessures terribles. Et le déroulement de cette nuit est d'une horreur méthodique. Pendant l'interrogatoire, Michael révèle les détails. Et chaque mot est plus glaçant que le précédent. Tout était planifié, minutieusement, froidement. Michael commence par attirer sa sœur dans une pièce pendant que Robert l'attaque. Ensuite, c'est le tour de leur mère, puis de leur père. Pendant ce temps, Daniel, leur frère, comprend ce qui se passe. Il se barricade dans sa chambre. Il appelle le 911. Mais Michael est déjà devant la porte. Et il ment. Il dit à Daniel que Robert le poursuit lui aussi, qu'il doit ouvrir la porte pour être en sécurité. Daniel le croit. Il ouvre. Il raccroche le téléphone. Robert entre juste derrière. Leur sœur aînée parvient à s'enfuir à l'extérieur. L'alarme de la maison se déclenche. Michael la désactive immédiatement. Il ramène sa sœur de force à l'intérieur. Et les violences reprennent. Les deux plus jeunes enfants, 5 et 7 ans, se réfugient dans une salle de bain. Ils verrouillent la porte. Michael les manipule une fois de plus. Il les convainc d'ouvrir. Sous un faux prétexte de sécurité. Ils ouvrent. Michael tue le garçon de 7 ans. Robert s'en prend à celui de 5 ans. Et c'est un coup frappé à la porte d'entrée qui met fin au carnage. La police, alertée par l'appel désespéré de Daniel, arrive sur place. Juste à temps pour empêcher le pire d'aller encore plus loin. Robert Bever plaide coupable en 2016. 5 chefs de meurtre au premier degré. Condamné à de multiples peines de prison à vie. Sans possibilité de libération conditionnelle. Michael choisit d'aller au procès en 2018. Reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Même verdict. Perpétuité. Sans aucune possibilité de sortie. Numéro 10. Nathaniel Brazil. Né en octobre 1986 à Lake Worth, en Floride. Nathaniel Brazil a 13 ans quand sa vie et celle de quelqu'un d'autre basculent pour toujours. Le 26 mai 2000. Ce jour-là, Brazil glisse un pistolet volé dans son sac et se rend à l'école. Lake Worth Middle School. Il entre dans sa classe d'anglais. Son professeur s'appelle Barry Grunow. Un peu plus tôt dans la journée, Grunow l'avait réprimandé. Une altercation éclate. Et Brazil sort l'arme. Il tire. En pleine tête. Barry Grunow s'effondre. Il meurt sur le coup. 13 ans. Un élève. Avec une arme volée. Et un professeur mort dans sa propre salle de classe. L'affaire secoue tout le pays. Brazil est arrêté immédiatement. Inculpé de meurtre au premier degré. Et malgré son âge, il est jugé comme un adulte. Pendant le procès, la défense avance la thèse de l'accident. Selon l'avocat de Brazil, le coup serait parti pendant une lutte entre l'élève et le professeur. L'arme n'était pas chargée au départ, selon la défense. Mais l'accusation ne voit pas les choses de cette manière. Pour le procureur, Brazil a apporté cette arme à l'école avec une intention claire. En 2001, le jury rend son verdict. Coupable de meurtre au second degré. Coupable d'agression aggravée avec arme à feu. La sentence, 28 ans de prison. Avec possibilité de libération conditionnelle après un minimum de 25 ans. Depuis, des partisans ont milité pour sa libération. D'autres ont demandé le maintien de sa peine. Tous les appels ont été rejetés. Nathaniel Brazil purge actuellement sa peine au centre correctionnel de Jackson. Sa libération est prévue pour le 18 mai 2028. Pendant ces années de détention,
Il a obtenu son diplôme d'équivalence secondaire et une certification de parajuriste. Et voilà. C'était notre plongée dans l'univers des 10 plus jeunes tueurs en série de l'histoire. Des affaires qui glacent le sang. Des visages qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Si cette vidéo vous a captivé, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer. Parce que la prochaine vidéo sera tout aussi intense. On se retrouve très bientôt.